Je viens de lancer la VOD pour le Tech Talk, comme d'habitude, le stream, ceux qui sont en live. Vous pouvez dire bonjour à YouTube, pendant que moi je vais vous parler des news qu'on va aborder cette semaine. Voilà. Alors, on va commencer par parler de la GTX 1660 qui est sortie. Et on a pas mal de benchmarks, en tout cas pas mal de reviews qui sont sortis. Donc on va regarder un petit peu c'est quoi les performances de cette carte, où est-ce qu'elle se place, etc. On va ensuite parler de Microsoft et de Xbox, de la sortie de Halo sur PC. On va parler de DirectX 12 ensuite, puis d'Intel avec Intel et ses futurs processeurs. On va parler très légèrement de la Game Developer Conference, la GDC, qui commence lundi et dans laquelle on va certainement avoir des annonces assez importantes, notamment potentiellement du côté d'NVIDIA, du côté aussi des jeux, par exemple avec Gearbox Software qui est censé annoncer plusieurs jeux lors de cette GDC, du côté de Google qui peut potentiellement annoncer quelque chose pour le jeu vidéo lors de cette GDC, et enfin on finira par la grosse news de la semaine qui concerne Crytek et le ray tracing. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça va aller au final assez vite. On a une ou deux grosses news, mais le reste est quand même assez rapide. Bon, c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps avant le stream pour discuter, répondre à des questions, tout ça. Alors, on va passer sur le Tech Talk directement, et il faut que je trouve... Voilà, hop là. C'est bon. Nous y voilà. On va commencer tout de suite par parler de la GTX 1660. Donc Nvidia a sorti fin mi-février la 1660 Ti, qui était du coup une version upgrade de cette petite carte dont on va parler aujourd'hui, et ils sortent aujourd'hui la 1660. Ces deux cartes sont censées venir remplacer les cartes de l'ancienne génération, à savoir la 1070 et la 1060, et on va voir si elles y arrivent. Donc on a bien évidemment un fameux site qui s'appelle AnandTech, très très bon site de tests et de review et de news également. Ils ont souvent des tests qui sont très en profondeur, très détaillés, ils s'attaquent à beaucoup de choses, et donc des très bons tests, mais un site essentiellement anglophone. Bref, ils ont pu tester la carte sur différents jeux, on va aller voir Battlefield 1, Far Cry 5, Wolfenstein, Final Fantasy XV, GTA V, etc. Je pense pas qu'on va tous les regarder, on va en regarder certains, et on va voir un petit peu où cette nouvelle GTX 1560 se place par rapport aux anciennes générations et aux cartes actuelles. Battlefield 1, qualité ultra, 1440p, 1080p, et les autres c'est les FPS moyens, donc c'est ce à quoi on va s'intéresser. Essentiellement, ça vient faire copain avec la RX 590 qui est sortie il y a deux mois, je pense, de chez AMD. Ça vient bien évidemment battre la GTX 1060, il n'y a pas photo. Ça, on a quoi? Une dizaine de FPS en plus par rapport à une GTX 1060 sur Battlefield 1 en 1440p. Ce qui veut dire qu'on passe de 62 à 72 FPS. Sur un pourcentage, on est sur du... Alors, 10 FPS, 60, tac. Je sais plus calculer les pourcentages. C'est affreux. Tac, tout. 10 divisé par 6, ça fait combien? Un sixième de performance en plus, ça fait 0,15%, entre 15 et 20% de perf en plus, quelque chose comme ça. Entre 15 et 20%, ça doit faire du 17,5% de performance en plus par rapport à la GTX 1060. Et on a la 1660 Ti qui, elle, vient faire copain avec la GTX 1070 pour un prix un petit peu inférieur. Donc on a clairement deux cartes qui viennent plutôt bien remplacer l'ancienne génération. En 1080p, même schéma, la 1670 fait copain avec la 1660 Ti, et la 1660, bah pareil, bat la 1060 avec quoi? 10-12 FPS en plus. On va regarder sur Far Cry 5, voir si la tendance se confirme. Far Cry 5, 56 FPS contre
48 sur la 1060. Encore une fois, une dizaine de FPS en plus. On vient clairement concurrencer la RX 590. La Nvidia vient clairement concurrencer la RX 590. Il y a les mêmes performances que la carte d'AMD, c'est hallucinant. C'est tout pareil que la carte d'AMD. Clairement, ça vient vraiment mettre un coup dans l'aile d'AMD parce que la RX 590 se plaçait plutôt pas mal par rapport à la 580. Ça venait apporter quelques perfs en plus, etc. Et bah là, Nvidia vient apporter un concurrent direct à cette carte. Mais on a encore une fois entre environ 15% de performance en plus par rapport à la 1060. Je vais aller voir GTA V parce que c'est un jeu quand même. Beaucoup de gens y jouent. 52 FPS contre 50. Un gain plus léger sur GTA V en 1440p. En 1080p également, hein, quelques 5-6 FPS, donc là on est sur un gain quand même de quoi 5%. 5% c'est très léger pour une carte de nouvelle génération. Très très léger. Donc je sais pas pourquoi GTA V a du mal avec cette nouvelle génération. Voyons voir si Middle-earth Shadow of War a plus de chance. 46 FPS contre 38. Ouais, on est sur du 8 FPS en plus. Pour 30 FPS, c'est encore une fois du 15%. On passe de 56 à 67, c'est 10 FPS en plus. Ouais, vraiment GTA V est en galère avec 5% de perf en plus, mais la plupart des jeux sont sur du 15% de perf en plus, ce qui est pas trop dégueu. Mais en gros, la carte, ce qu'il faut retenir, c'est que la carte vient se placer pour concurrencer la RX 590. Voilà, de chez AMD. Microsoft qui a mis à jour son application qui s'appelle le Microsoft Wireless Display App, ou l'application de partage d'écran, si on peut appeler ça comme ça, ou d'écran sans fil, ou de projection sans fil. Je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction, mais en gros, l'application qui permet de projeter son écran et de streamer vers sa Xbox. Et en fait, il se passe que maintenant, ceux qui ont une Xbox One peuvent streamer leur jeu de leur PC jusqu'à leur Xbox et y jouer depuis leur Xbox One. Donc en gros, la nouvelle version de l'application te permet de, depuis ta Xbox One, jouer à tes jeux qui sont installés sur ton PC. Ce qui est quand même pas dégueu. C'est-à-dire que tu prends ta Xbox, c'est dans ton salon, tu prends ton clavier et ta souris, parce que les Xbox One sont maintenant compatibles avec les claviers et les souris. Microsoft a également mis ça à jour, et maintenant les Xbox One sont compatibles clavier-souris. Donc il y a un support complet pour ces périphériques-là. Donc ce qui en plus ajoute une utilité à cette fonctionnalité de streaming, parce que tu prends ton clavier et ta souris dans ton salon, et ben là, tu peux streamer un jeu qu'il y a sur Steam sur ton PC qui est connecté sur le même réseau qui est dans ta chambre ou dans ton bureau, et tu vas y jouer sur ton salon parce que du coup ton PC va streamer le jeu sur ta Xbox One et toi tu seras avec ton clavier et ta souris et puis tu pourras jouer à ton jeu depuis ton canapé. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas dégueu. Et tout ça, ça rentre dans le truc, dans le grand plan de Microsoft qui à mon avis veut que le PC et la Xbox One fusionnent quelque part. Ou plutôt que la prochaine Xbox se rapproche bien plus d'un PC et que tout soit à peu près intercompatible et que tu puisses jouer à tes jeux PC sur ta nouvelle Xbox, que tes jeux Xbox soient accessibles sur PC avec le Game Pass, etc. etc. Techniquement, je pense qu'il faut que ton PC soit allumé. Il n'y a pas besoin que ton PC soit... Si ton PC est éteint, ça marche pas, parce que techniquement, ton jeu va runner sur ton PC, mais le flux vidéo va être dirigé vers la Xbox. C'est pas ta Xbox qui va faire tourner le jeu. Non, c'est en gros, ton PC va faire tourner le jeu et il va envoyer le flux vidéo sur ta Xbox. Et toi, tu vas y jouer depuis ta Xbox et tu vas y jouer avec... Tu peux y jouer au contrôleur, tu peux y jouer à la manette. Et en gros, tous les inputs que tu vas faire, toutes les entrées de mouvement, etc. que tu vas faire qui vont être transmises à la Xbox vont être retransmises à ton PC et au jeu. Voilà. Mais c'est quand même intéressant. Parce que c'était pas possible avant. D'ailleurs, dans la même veine, il y a Sony et Apple qui ont travaillé ensemble et maintenant tu peux streamer
ou en tout cas tu peux jouer à tes jeux PlayStation et Sony sur ton iPhone. Et c'est à peu près le même délire, quoi. C'est à peu près le même délire. Uniquement les jeux du Microsoft Store. Non, tous les jeux. Tous les jeux qui sont sur ton PC, je pense, techniquement. En gros, c'est précisé que les jeux qui sont sur Steam, mais aussi d'autres jeux qui sont sur ton PC, peuvent être streamés depuis ton PC jusqu'à ta Xbox. C'est-à-dire que c'est pas limité aux jeux du Microsoft Store. C'est-à-dire que les jeux Steam, les jeux qui sont installés en local, ça peut être les jeux de l'Epic Game Store, je pense que ça peut être les jeux que tu as installés, craqués, etc., qui du coup sont streamés directement, nativement, de ton PC jusqu'à ta console. C'est comme le Steam Link de Steam. Oui, ça ressemble étroitement au Steam Link, qui est le boîtier de Steam. Steam avait fait un boîtier que tu connectais à ta télé, et en gros, ça te permettait de streamer tes jeux Steam depuis ton PC jusqu'au boîtier et donc jusqu'à ta télé. C'est essentiellement le même principe, le même concept, sauf que là, ça s'applique à Xbox, et à ta Xbox One, t'as pas besoin d'acheter le Steam Link, et c'est pas restrictif aux jeux qui sont sur Steam, c'est tous les jeux qui sont sur ton PC. Voilà. Nvidia le fait déjà avec Shield. Oui, aussi, sauf que la Shield, je pense que c'est des jeux qui sont dans le cloud et qui tournent sur les PC de Nvidia. Peut-être que vous en foutez, que ça ne vous en tamponnez l'oreille avec une belle babouche, mais je trouvais ça important parce que ça montre que Xbox veut réunir le gaming sur PC et le gaming sur Xbox. Ils veulent faire ça. Et ça, c'est le endgame qui est important. Et ça, c'est juste une étape là-dedans. Je veux dire, Microsoft amène le support du clavier souris complet sur Xbox. On a maintenant le Game Pass qui permet, ou qui va bientôt permettre, de jouer à des jeux Xbox One sur PC. On pourra jouer à Forza sur PC, etc. Enfin bref, on pourra jouer à d'autres jeux sur PC. Microsoft amène de plus en plus de jeux Xbox One sur PC. Là, ils amènent le fait de pouvoir streamer n'importe quel jeu de son PC sur sa Xbox One et donc sur sa télé. Beaucoup de choses qui sont poussées par Microsoft pour réunir l'univers PC et l'univers Xbox. Notamment avec la sortie de Halo, de Master Chief Collection, sur PC, qui est disponible sur le Steam Store, ou en tout cas il n'est pas tout à fait disponible, mais il est déjà listé sur le magasin Steam, et il va bientôt être disponible. Pour l'instant on ne peut pas l'acheter, mais il sera bientôt disponible. Et du coup, toute la Master Chief Collection, et donc tous les jeux Halo vont arriver sur PC. Donc notamment même le nouveau Halo Infinite, ou Infinite, ça dépend, je sais plus comment ça se prononce, va venir sur PC. Et ça aussi, ça c'est un truc, on s'y attendait pas du tout. Il y a 5 ans, tu me disais Halo va pouvoir être jouable sur PC, je te rigolais au nez. Je me foutais de ta gueule ouvertement, je disais mais non, Halo c'est une exclu Xbox. Jamais Microsoft va sortir ça sur PC. Ça fait trop de thunes sur Xbox. C'est impossible qu'ils fassent ça. Et on est là, aujourd'hui. Halo Master Chief qui sort sur PC. Bref. Voilà. On peut déjà jouer à Forza. Oui, c'est pour ça que Forza, je me suis dit que c'était un mauvais exemple, parce que Forza est déjà sur PC. Donc c'est pour ça que c'était un mauvais exemple. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai dit par exemple Forza. J'étais genre, mais non, mais Forza il est déjà sur PC. Tu dis encore de la merde, Marc. Hein. Donc oui, non, c'est pour ça que Forza c'était un mauvais exemple de montrer comme quoi le Game Pass allait permettre de jouer à des jeux Xbox sur PC. Non mais Halo va être disponible sur PC. Bref, on va continuer avec une autre news qui concerne du coup Microsoft et DirectX 12. Alors, apparemment, Microsoft est en train de tuer à petit feu Windows 7. Voilà, ils veulent le décommissionner bientôt, etc. Arrêter les mises à jour bientôt, etc. Mais en même temps, ils ont été obligés de faire une version de DirectX 12 qui tourne sur Windows 7. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, avec des très grosses pincettes, parce que c'est un cas extrêmement particulier où Windows 7 a le support pour DirectX 12. Et en gros, c'est pour seulement un jeu en particulier. Vous savez que quand Windows 10 est sorti, Microsoft a essayé de pousser
les gamers à adopter Windows 10, notamment parce que, et à cause de DirectX 12, parce que les nouveaux jeux allaient utiliser la nouvelle API DirectX 12, etc. Et donc les gros AAA de l'industrie du jeu vidéo étaient parfois seulement compatibles avec DirectX 12, donc il fallait forcément upgrade à Windows 10 pour utiliser ces nouveaux jeux et pouvoir y jouer. Et donc ça a été un petit peu l'enchaînement, quoi, voilà. Microsoft essaie de pousser Windows 10, les industries du jeu vidéo, les AAA sortent des jeux qui sont seulement disponibles avec DirectX 12 et qui tournent seulement, du coup, qui peuvent seulement tourner sur Windows 10. Et du coup, bah, t'es obligé de passer sur Windows 10, etc., etc. Tout ça pour aller dans le grand plan de Microsoft. Mais donc, ce qui se passe, c'est que Blizzard a décidé de sortir une petite mise à jour pour World of Warcraft, jusque-là tout va bien, pour la dernière extension, Battle of Azeroth, jusque-là tout va bien, dans lequel ils utilisent à foison la nouvelle API justement de DirectX 12. Ce qui justement n'avait jamais été fait avant sur les anciennes extensions de World of Warcraft ou même sur le jeu original. C'est-à-dire que tout le jeu tournait sur DirectX 11, qui était du coup compatible complètement avec Windows 7, Windows 10, etc. Mais là, pour le nouveau patch de Battle of Azeroth, ils se sont dit, tiens, si on passait sur DirectX 12, ouais, ça fait environ 15 ans qu'on est sur DirectX 11, que tout tourne sur DirectX 11. Là, on va passer sur DirectX 12 maintenant, sur une extension comme ça, sur une petite mise à jour. On va passer comme ça sur DirectX 12. Voilà. Hein. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, ça s'est pas bien passé, pas du tout. Parce qu'en gros, il y a plein de joueurs de World of Warcraft qui n'étaient pas sur Windows 10, et du coup, leur jeu ne marchait plus. Parce que quand tu es sur Windows 7, qui ne supporte pas DirectX 12, et que Blizzard décide de faire une update qui passe le jeu en DirectX 12, ou en tout cas qui passe pas mal de choses, et qui utilise l'API DirectX 12, ça marche plus. Tu peux plus jouer. Ton jeu ne se lance plus. Ton jeu fait la gueule. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vu le nombre de personnes qui étaient touchées et la pression qu'a mis Blizzard à Microsoft, eh bien Microsoft a été obligé de faire un petit tour de magie, comme ça, tac tac, hop hop, et de faire une update sur Windows 7 qui du coup permettait de prendre en charge DirectX 12. Petit exploit, hein. Coup du chapeau, encore une fois, bam bam. Transposition de l'API DirectX 12 sur Windows 7. Fait par Microsoft. Et du coup, ils l'ont fait. Sauf que c'est juste spécifique pour World of Warcraft. C'est-à-dire que ça marche seulement pour World of Warcraft. C'est une exception. Et ça marche seulement pour ce jeu-là. C'est une espèce de petite injection qu'ils ont fait qui permet du coup de passer, à mon avis, toutes les fonctions qui sont utilisées par World of Warcraft en DirectX 12, de les retranscrire en DirectX 11 et de faire une espèce d'interface, tu vois, de faire comme un traducteur, si on peut appeler ça un traducteur, entre les fonctions utilisées par DirectX 12 de World of Warcraft en DirectX 11 pour que ça puisse tourner sur un PC sous Windows 7. Mais voilà. Voilà. Donc c'était pour la petite anecdote du Blizzard dans ton PC. Donc il est très peu probable qu'on voit d'autres cas d'implémentation de DirectX 12 sur Windows 7, sachant que le support de Windows 7 va se terminer en février 2020. Windows 7 va mourir en février 2020, pas vraiment mourir, mais en gros Microsoft a dit qu'il mettrait fin au support de Windows 7 en février 2020, à la fin de février 2020. Ils vont arrêter de faire des mises à jour de sécurité, etc. à cette date-là pour Windows 7. Alors, ça sent le blue screen à foison. Bon, ça peut bien marcher. Ça peut quand même bien marcher, mais c'est possible que ça blue screen. Bon, on va continuer avec Intel. Intel va sortir d'autres processeurs. Alors ça, c'est quand même la bonne blague. Hein. C'est quand même la bonne blague de chez Intel. Ils sortent d'autres processeurs. Il y a d'autres processeurs qui sont annoncés. Nom de code Comet Lake, qui vont être des processeurs allant jusqu'à 10 cœurs
avec un chipset graphique intégré. Donc ça a été aperçu dans une liste de compatibilité sur une update Linux, où en gros on avait tous ces processeurs-là, ces nouveaux processeurs Comet Lake qui apparaissaient. Donc il y en a plusieurs. On a du, comme vous le voyez ici, on a du 4 cœurs avec le plus 2 qui est à côté, c'est la partie graphique, GT2, certainement avec une puce graphique spéciale qui s'appelle la GT2. Donc 4 cœurs plus chipset graphique, 6 cœurs plus chipset graphique, une autre variante en S, une variante en U, des variantes en H pour les... tout ça, c'est des processeurs essentiellement. Les U et les H et les S sont des processeurs essentiellement pour PC portable, mais il y a également des versions pour PC de bureau. Notamment avec du 10 cœurs plus partie graphique et du 8 cœurs plus partie graphique. On ne sait pas du tout quand ça va sortir, mais du coup, ça va certainement être un espèce de refresh des 9900K qui sont pour l'instant sur le marché. Et notamment, les noms vont certainement être dérivés de cela. Voilà. On ne sait pas exactement quelles vont être la dénomination, mais ça va certainement rester dans les... À mon avis, ça va rester dans les 9000 et quelques, à moins qu'il passe dans les 10 000. On ne sait pas au niveau des noms. Ça va être gravé en 14 nanomètres, très certainement. Intel est pas vraiment prêt pour le 7 nanomètres, ni même le 10 nanomètres, donc ça va forcément, à mon avis, rester en 14 nanomètres. Et c'est un énième refresh de Skylake, de Coffee Lake, de Kaby Lake, etc. Voilà. Mais c'est quand même très drôle qu'Intel annonce des nouveaux CPU, c'est pas vraiment annonce, mais qu'il y ait des nouveaux CPU qui leak de chez Intel et qui vont sortir, alors qu'à côté de ça, on sait que c'est totalement la dèche chez Intel. Il y a des grosses pénuries au niveau des processeurs, c'est confirmé, ça a été redit, ça empire, c'est de pire en pire d'ailleurs. Ça fait 7-8 mois qu'il y a une pénurie au niveau des processeurs chez Intel, qu'ils ont des problèmes au niveau des stocks, qui sont très bas en stock, et que du coup c'est pour ça qu'aussi les prix des processeurs de chez Intel a augmenté au cours de la dernière année, parce que du coup comme ils étaient bas en stock, pour pas perdre trop de profit, qui dit bas en stock dit moins de ventes. Si tu as moins de processeurs qui sont dispo, tu fais potentiellement moins de ventes. Si tu fais moins de ventes, tu gagnes moins. Si tu gagnes moins, c'est chiant. C'est la seule explication que j'ai. Donc, pour combler ce manque à gagner qu'il ne faisait pas, Intel s'est dit, du coup, on va augmenter un petit peu nos prix. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait depuis, je pense, 1 an qu'on voit les prix des pros qui montent. Notamment chez Intel. Chez AMD, ça reste constant. Leurs prix sont très bien. Voilà. Mais les prix de chez Intel, ça monte. Voilà. Et leurs stocks descendent. Notamment pour combler, du coup, ils augmentent les prix pour faire plus de profit sur chaque vente. Donc, tous les pros en 14 nanomètres, ils ont des problèmes de stock là-dessus. Apparemment, il y a quelques mois, donc il y a 7 mois, il y avait déjà 5% de manque pour les OEM. Donc les OEM, c'est HP, Lenovo, Dell, MSI, etc. Tous ceux qui font des PC, qui montent des PC en utilisant des processeurs Intel, il manquait 5% de CPU pour eux. C'est-à-dire que il y avait en gros 5% des PC qu'ils auraient pu vendre pour lesquels ils ne pouvaient pas mettre de processeur et Intel ne pouvait pas leur fournir de processeur. 5% c'est peu, mais comme le dit l'article, si vous remettez ça dans le contexte, quand sur un trimestre, ces fabricants vendent 60 millions de PC, quand même 60 millions c'est pas rien sur un trimestre, 5% ça fait quand même 3 millions de PC qui ne sont pas vendus à cause des stocks d'Intel qui sont trop bas et Intel qui ne peut pas fournir de processeurs. Donc ça fait quand même 3 millions de PC qui ne sont pas vendus par Dell, HP, Lenovo, parce que les stocks de Intel n'arrivent pas à suivre au niveau des pros. Et apparemment, du coup, depuis août, ça n'a fait que empirer, parce que depuis apparemment début mars, certains OEM déplorent jusqu'à 10% de manque. Donc le manque a doublé depuis fin août de l'année dernière, ce qui veut dire qu'il y a encore de moins en moins de PC qui sont vendus et qui peuvent être vendus. C'est-à-dire que Intel, là dans le cul, quoi. Clairement.
Et c'est pour ça que ça devient très très dur de trouver des pros de chez Intel et qui sont souvent en rupture de stock. Ah là 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 là, mais tout ça, c'est très très bon pour AMD. Parce que du coup, AMD remonte, les parts de marché d'AMD remontent. Si tu peux pas acheter du Intel, bah tu vas acheter du AMD et puis AMD va remonter, va gagner plus de sous, va pouvoir investir plus dans la recherche, dans le développement de leurs prochains processeurs et du coup vont commencer encore plus à pouvoir concurrencer Intel. Voilà, c'est tout bénef, c'est tout bénef. C'est tout bénef, tout bénef, tout bénef. Moins Intel va réussir à vendre et va être disponible, plus AMD va pouvoir grossir, et plus AMD va grossir, plus ils vont faire de profit et pouvoir investir ce profit-là pour sortir des processeurs qui soient encore plus performants et encore mieux concurrencer Intel. C'est intéressant. C'est intéressant. On risque d'avoir, je pense, en fin 2019, on risque d'avoir pas un changement, mais Intel va faire Intel va descendre un peu et AMD va faire que grossir, je pense. AMD va faire que grossir. Et on va commencer par un petit studio qui s'appelle Gearbox Software, qui est attendu au tournant lors de cette GDC, puisqu'ils vont très certainement présenter un petit peu plus en profondeur Borderlands 3. Le nouvel opus de Borderlands qu'ils avaient teasé, qu'ils avaient montré lors d'une conférence précédente, je pense il y a 1 an ou 2 ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Gearbox, ça sera potentiellement lors de la PAX East qu'ils annonceront Borderlands 3. Par contre, on les attend pas seulement sur Borderlands 3. Apparemment, ils auraient d'autres jeux sur lesquels ils bosseraient qui ne seraient pas du coup en rapport avec Borderlands 3, qui seraient pas Borderlands 3 du tout, qui seraient des nouvelles licences, si on peut appeler ça comme ça. Et ils pourraient également présenter ces nouvelles licences lors de la PAX East. Donc, j'ai dit GDC parce que je pensais qu'ils allaient les présenter lors de la GDC. Sauf qu'apparemment, Gearbox va présenter tout ça lors de la PAX East le 28 mars. Voilà. Donc, on risque d'entendre parler de Gearbox Software lors du 28 mars et de sa conférence pour la PAX East. On va avoir des news sur Borderlands 3 et sur des nouvelles licences de ce petit studio qui promettent, à mon avis, d'être plutôt pas mal. Voilà, il est l'heure d'utiliser un nouveau jeu pour la PAX, et ça c'est pas du Borderlands, on sait pas ce que c'est, on n'en a aucune idée. 3 projets différents plus Borderlands. Borderlands, premier projet, deuxième projet, troisième projet. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que Nvidia va potentiellement teaser leur nouvelle carte graphique gravée en 7 nanomètres. Donc, la première carte graphique gravée en 7 nanomètres de chez Nvidia pourrait être dévoilée lors de la GDC qui arrive. Donc, ça serait lors de la conférence de Nvidia appelée GTC qui va se tenir le 18 mars. Donc, ça serait demain pour ceux qui regardent maintenant et ça sera le jour même pour ceux qui regarderont en VOD. Donc il se pourrait qu'NVIDIA présente la première carte avec l'architecture Ampère, qui du coup serait gravée en 7 nanomètres. On n'a aucune autre information. C'est le seul petit leak qu'on a, c'est celui-là, c'est qu'ils pourraient présenter la carte. Je pense qu'ils vont le faire, mais aucune idée du type de carte que ça va être. À mon avis, ça va être une carte pour les professionnels et pas du tout une carte pour les utilisateurs, les joueurs et les gamers, etc. À mon avis, ça va être la première carte en 7 nanomètres de Nvidia, mais pour les pros. Il se peut que ce soit une Quattro, il se peut que ce soit une Titan, mais à mon avis, ça va être une carte professionnelle et pas du tout une carte pour les joueurs. Après, je peux me tromper, mais je trouverais ça bizarre que Nvidia annonce juste, ou en tout cas tease juste une carte d'une nouvelle génération, alors qu'ils essayent ils sont encore en train de sortir des RTX et des GTX, etc., de la génération Turing. À mon avis, c'est pour ça que ça va être une carte dédiée pour le marché pro, parce que souvent ces cartes-là sortent avant que les cartes pour les consommateurs, ou pour le grand public. Quand je dis consommateur, c'est grand public. C'est pour ça qu'à mon avis, ça va être une tease d'une carte professionnelle, et pour montrer la puissance qu'ils peuvent avoir avec la gravure en 7 nanomètres. Également, lors de cette GDC, Google va potentiellement
euh, va potentiellement parler console. En gros, Google a déposé plusieurs brevets se basant sur une manette. Donc c'est pas forcément la manette de Google et Google va pas forcément sortir une manette, mais en gros ils ont déposé plusieurs brevets pour une technologie ou plusieurs technologies qui permettraient d'avoir une manette qui soit directement connectée à Internet et qui tourne avec une application et que cette manette serve à, grosso modo, faire tous les trucs que d'habitude la console prend en charge d'un point de vue sauvegarde, gestion des amis, gestion des invitations pour les gens en ligne, etc., notifications et tout et tout. Ce qui voudrait dire que c'est avec votre manette que vous pourriez gérer votre accès à vos jeux multiplayer, vos notifications, vos listes d'amis, etc., etc. Donc en gros, vous n'auriez pas besoin d'avoir la télé et la console pour faire ça. Vous pourriez directement faire tout ça depuis votre manette. Donc vous pouvez recevoir des notifications pour votre chat, jouer des invitations, faire jouer du contenu autre sur la manette directement, et par exemple lancer des applications, différents appareils, que ce soit la télé, que ce soit votre téléphone, etc., depuis directement la manette, ou par exemple joindre des jeux en multiplayer ou des matchs en multiplayer sur une tablette si votre télé est utilisée par exemple. En gros, vous pouvez faire tout ça depuis. C'est une technologie qui permettrait de faire tout ça depuis la manette, qu'en gros, vous voulez jouer à un jeu en multijoueur, le jeu est lancé, etc., ça tourne. Si jamais votre télé est utilisée, vous pouvez dire depuis la manette, lance le jeu sur la tablette ou sur mon téléphone. En gros, sur n'importe quel autre écran. La manette pourrait également stocker votre compte, vos paramètres de jeu et vos paramètres de console, on va dire, grosso modo, ou vos paramètres d'écran, que ce soit le volume, le contraste, la luminosité de votre écran, et les réappliquer à du coup d'autres appareils. Si vous jouez sur votre télé, vous avez l'habitude que la luminosité soit telle luminosité, le volume soit celui-là, le contraste soit celui-là, tout ça, ce serait stocké sur la manette, et quand vous dites, en fait non, je vais jouer sur ma tablette, ça envoie toutes ces données à la tablette, et la tablette s'adapte et change sa luminosité, etc., etc. Donc, en gros, ils ont posé plein de brevets pour ça, pour potentiellement faire une manette qui puisse avoir toutes ces fonctionnalités-là. Et ça, du coup, ça pointe à ce qu'ils peuvent présenter lors de la GDC, qui pourrait être une console faite par Google. Donc Google a lancé il y a pas mal de temps, il y a quelques mois, un truc qui s'appelle le Project Stream, ou Project Stream, qui visait à utiliser des ordis et des supercalculateurs chez Google et en gros à jouer sur ces ordis et à ce que le jeu soit streamé sur ton PC à toi, en gros sur un écran, et tu pouvais jouer au jeu sans que ton PC soit en train de faire tourner le jeu, c'était le jeu tournait sur les serveurs de Google, etc. Ça se fait déjà de moult façons différentes, il y a plein de gens qui font ça, il y a plein de compagnies qui font ça, mais du coup Google voulait le faire à sa sauce. Ça s'appelait Project Stream. C'était notamment en partenariat avec Ubisoft parce que le jeu qui était streamé et essayé, c'était Assassin's Creed Odyssey. Donc, et en gros, il fallait juste avoir une connexion internet pour y jouer et ça se jouait depuis le navigateur. Ce qui était pas dégueu. En gros, il suffisait d'ouvrir Chrome et ça te lançait et tu pouvais du coup commencer à streamer le jeu. Et en gros, ça te lançait le jeu en plein écran et ça utilisait juste Chrome. Et du coup les services de Google et les serveurs de Google. Mais en gros, il se pourrait que Google travaille sur sa propre console, notamment parce que la conférence qu'ils ont lors de la GDC est en partenariat avec Ubisoft et avec ID Software qui sont les mecs qui font Doom. Et en gros, on a ces deux partenaires qui viennent se joindre à Google lors de la GDC pour la conférence, et du coup, il se pourrait que Google bosse sur une console. Pas vraiment d'autres infos là-dessus, mais il se pourrait qu'ils bossent sur une console. Notamment, il y a un petit tweet qui en a parlé. On va parler du futur du jeu vidéo lors de la GDC. Vous pouvez nous regarder le 19 mars à 10h du matin
heure du Pacifique, donc ça fait 10h du matin, heure du Pacifique, je pense que ça fait 13h Est, ça doit faire 18-19h heure française, quelque chose comme ça. Voilà la petite vidéo. Des images de jeu avec du son. C'est essentiellement tout ce qu'ils ont montré. Ce qui se passe, c'est que on sait que ça va forcément être du hardware parce que le mec qui a tweeté ça, apparemment, c'est le vice-président de la partie hardware de chez Google. Donc c'est pas du software, ça va forcément être du hardware. Donc c'est pour ça qu'on pense que ça va être une console ou quelque chose qui s'en rapproche. Voilà. On va passer sur la dernière news. C'est 17h GMT, le 10h Pacifique. Ah, à 17h du coup. À 17h heure Greenwich. En gros, Shadow version Google. C'est à peu près ça. On va passer à la dernière news qui concerne CryEngine et le ray tracing. Alors, CryEngine, moteur de rendu fait par Crytek, qui est pas beaucoup utilisé parce que les plus utilisés restent l'Unreal Engine 4 et Unity, mais c'est quand même un moteur qui a fait ses preuves, qui est très très bon, et souvent, les mecs qui utilisent le CryEngine sortent des jeux qui sont vraiment beaux visuellement. C'est un des moteurs, je pense, qui permet d'avoir les meilleurs rendus et les meilleurs graphismes. Il n'y a qu'à voir Crysis 1, Crysis 2, Crysis 3, c'était fait avec le CryEngine, et c'était des jeux qui pétaient la rétine. Eh bien, ces petits mecs de chez Crytek ont sorti une démo. Donc une démo, qu'est-ce que c'est ? C'est une scène qui a été faite dans le moteur de rendu et qui a été jouée sur un PC. Et en gros, cette scène, du coup, c'est une scène prédéfinie où du coup il y a une caméra qui suit quelque chose et tout. Et c'est une démo qui permet de montrer une fonctionnalité qui va être ajoutée à la prochaine version du moteur, qui est du coup une fonctionnalité qui s'appelle la Total Illumination, qui va permettre d'utiliser le ray tracing pour l'illumination, les réflexions, les réfractions, etc. Et donc, la démo utilise à la fois une API du côté de l'engin, mais aussi une optimisation hardware pour que ça tourne sur le matériel plus correctement. Et je pense que c'est comme ça qu'ils arrivent à faire tourner ça sur n'importe quelle carte graphique, même des cartes graphiques qui n'ont pas de cœur dédié au ray tracing. Parce qu'à la fois, ils utilisent l'API et le moteur de jeu, donc l'API qui va interfacer et tout, mais aussi du coup c'est optimisé d'un point de vue hardware pour pouvoir tourner très très bien sur les cartes, ou en tout cas pour que ça puisse tourner sur les cartes. Donc notamment cette fonctionnalité va sortir avec la prochaine version du moteur et du coup va être optimisée pour pouvoir grosso modo pouvoir être utilisée sur la plupart des cartes et sur des API comme Vulkan et DirectX 12. Donc la démo est quand même assez impressionnante. Je vais vous la montrer tout de suite. Je pense elle est juste là. Je vais vous la montrer en plein écran tout de suite. Elle tourne plutôt bien. C'est assez joli, forcément, pour démontrer au maximum les réflexions, les réfractions. Ils ont décidé de choisir une scène de nuit où il pleut, parce que l'eau, forcément, ça crée beaucoup de réflexions. Et en gros, c'est un petit drone qui vole dans une espèce de ruelle d'une ville la nuit, avec pas mal de lumière, et du coup, où il pleut. La démo, rappelez-vous-en, ça tourne sur une AMD Radeon RX Vega 56, donc c'est pas non plus la carte la plus puissante de chez AMD, et pourtant ça tourne plutôt bien. Il faudrait voir comment ça tourne sur une Vega 64, sur une Radeon 7, et même sur les GPU de Nvidia, autres que les RTX, mais aussi voir comment ça tourne sur les RTX. Donc forcément, on va en entendre parler lors de la GDC cette semaine. Crytek va la présenter. J'arrive pas à parler, voilà. Techniquement, c'est la vidéo qu'ils vont présenter lors de la GDC.
C'est juste que là, ils l'ont sorti avant, mais ils vont la montrer lors de la conférence qu'ils font à la Game Developer Conference cette semaine. Et je pense qu'ils vont du coup apporter plus de détails sur comment cette démo a été faite, comment marche l'API, comment marche le ray tracing, comment ont été faites les optimisations du côté API et du côté matériel hardware, comment ils ont fait pour que ça puisse tourner sur n'importe quelle carte. Est-ce que du coup ça tourne mieux sur les cartes qui ont les RT cœur et une partie hardware dédiée pour faire du ray tracing? Parce qu'il y a ça aussi. C'est génial que ça tourne sur n'importe quelle carte graphique et qu'on ait des bonnes performances. Parce que c'est ce que je disais avant, le ray tracing, c'était possible d'en faire sur n'importe quelle carte depuis il y a 10 ans. C'est-à-dire que toutes les cartes pouvaient faire du ray tracing. Il n'a pas fallu attendre d'avoir des cartes RTX pour faire du ray tracing. Non, le ray tracing, c'est possible depuis des années et des années sur toutes les cartes. C'est juste que personne ne le fait, parce qu'il n'y a aucune carte qui est assez puissante pour avoir un truc correct en faisant du ray tracing. Si vous voulez jouer à des jeux en 2 FPS, on aurait pu faire du ray tracing il y a 3 ans. Ça aurait marché. Vos jeux auraient tourné à 3 FPS. Voilà. Donc 3 images par seconde, c'est pas non plus super au niveau jouabilité. On a vu mieux. C'est juste que les cartes de chez Nvidia, les RTX, étaient les premières à pouvoir profiter du ray tracing avec des performances acceptables. Voilà. Parce que notamment, ils implémentaient une partie hardware qui était dédiée à ça, où la logique de calcul du ray tracing était différente, pas mal différente, de ce qu'il fait habituellement en technique de rendu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même logique de rendu sur les RT Core que sur le reste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un appel au ray tracing qui est fait dans le jeu, les CUDA-Core vont appeler et transférer ces fonctions, ou c'est plutôt ces calculs, au RT cœur, donc au cœur de ray tracing, et là les cœurs de ray tracing vont utiliser une logique qui est différente de ce qui se fait sur les CUDA-Core, à base de boundary box, donc de boîtes de limites et d'inférences dans ces boundary box pour trouver les bons pixels, etc. Bref, un petit truc qui est différent, quoi. Et donc du coup, ça serait intéressant de voir si cette démo du CryEngine avec le ray tracing tourne mieux sur des cartes Nvidia RTX qui du coup ont en plus une partie dédiée à ça, parce que ça se trouve ça peut tourner sur toutes les cartes, mais ça se trouve les cartes RTX vont apporter 50-60% de performance en plus, parce que elles ont un module dédié. Bon, on va regarder la démo, vous allez voir, la démo est en somme toute, elle est plutôt belle. J'ai été assez impressionné par cette démo. Mettre en pause, plein écran, on va se mettre en 1440p parce que voilà, et on est parti. Achieved with CryEngine. Alors, il y a pas mal de trucs qui sont à noter dans cette vidéo.
C'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer des petits passages dans lesquels on voit vraiment pas mal les réflexions. Hop là. Vous voyez tout ça ici, là? Tout ça, toutes les réflexions dans la fenêtre, ça, c'est rendu possible grâce au ray tracing. Parce que sinon, ça serait du screen space occlusion et il faudrait pré-rendre les réflexions pour qu'elles apparaissent. Alors que là, du coup, c'est du rendu en temps réel. Et quoi qu'il y ait de l'autre côté, ça sera du coup réfléchi dans les vitres ici. Il y a également un autre exemple où c'est à chaque fois que le drone ici, par exemple, je sais qu'il y a un endroit où on le voit de face. Je vais essayer de voir. Par exemple, là, tout ça, tout ce que vous voyez ici dans la visière du drone, ça, c'est rendu possible grâce au ray tracing. Vous voyez que c'est dynamique, qu'on voit la rue qui défile en fait dans la réflexion ici en face. Il y a plein d'autres endroits où ça se voit ici, tout ça là, tout ce qui se passe ici, dans cette espèce de... C'est pas un miroir, mais... Ou si, c'est peut-être un miroir. Mais du coup, c'est tous des trucs qui sont hors champ, qui sont réfléchis là-dedans. Et ça, c'est rendu possible seulement grâce au ray tracing. Sinon, il faudrait pré-rendre ces trucs-là et ça serait projeté dans le miroir comme une fausse réflexion. Sauf que s'il y a un truc qui se passe dans l'environnement derrière, bah, ça ne serait pas pris en compte dans la réflexion parce que ça n'aurait pas été pré-rendu. C'est ça le problème. Alors que là, du coup, vous voyez le drone qui arrive, bam, il arrive et quoi qu'il fasse, on le voit dans la réflexion directement. Même si là, il n'apparaît pas sur l'écran. Pareil ici avec, avec le sol qui réfléchit ce qu'il y a beaucoup plus haut, sans qu'on forcément on voit ce qu'il y a plus haut sur l'écran. À ce moment-là aussi, ici, où on voit directement ce qu'il y a de l'autre côté. Et on voit même le drone qui arrive alors qu'il n'est pas dans le champ. Il y a aussi pareil avec les lumières, à ce moment-là, je pense au niveau où il scanne les balles, on voit les lumières qui se réfléchissent au sol, alors que le drone n'est plus dans le champ non plus, alors qu'on voit les lumières rouges, etc., qui éclairent un petit peu. Bref, beaucoup de choses très très impressionnantes. Le ray tracing, ça change beaucoup de choses, d'un point de vue lumière, réflexion, réfraction, illumination globale, beaucoup plus fidèle à la réalité. Donc là, comme vous le voyez, je le disais, ça a été fait avec une AMD Vega 56. À voir ce que ça va donner sur d'autres cartes, comment ça va tourner, etc. Et moi, j'ai hâte qu'ils en parlent lors de la GDC. Forcément, vous inquiétez pas, on en reparlera dimanche prochain parce que la conférence sera passée, on aura plus d'infos, etc. Voilà, c'était la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir. GPU des GTX 960, 980, des GTX 1060, 1070, etc. qui n'aurait pas non plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Attendez, je reviens, il y a mon chat qui fait n'importe quoi apparemment. Bougez pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? T'as mangé mon dîner? Ça là. Ça là. T'as mangé? Toi? T'as mangé mon dîner? Tu sais, hein, tu sais que t'as tort, tu sais que t'es en faute. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu veux te casser, oui, parce que tu sais que t'as tort. T'as mangé mon dîner!